Des siècles de légendes, des milliers de récits, d'innombrables films. Et pourtant, très peu savent que derrière le nom de Dracula se cache une vérité bien plus glaçante que toutes les histoires de vampires que l'on nous a racontées. Une vérité faite de sang, de trahison, de rituels interdits, et d'un homme, un seul, dont la soif de pouvoir et de vengeance aurait engendré le mythe du vampire immortel. Ce soir, vous allez plonger dans les ténèbres. Pas celles des contes de fiction, mais celles de l'histoire. Car ce que vous pensiez savoir sur Dracula n'est qu'une infime partie d'un secret bien plus ancien et infiniment plus terrifiant. Préparez-vous à découvrir les véritables origines de Vlad III, dit l'Empaleur. Cet homme dont la cruauté a façonné la figure du monstre buveur de sang, mais dont l'histoire cache un mystère que même les chroniques médiévales ont tenté d'effacer. Alors, avant de commencer ce voyage au cœur de la peur, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes, là où les légendes deviennent réalité et où chaque vérité est plus troublante que la fiction. Et si cette histoire vous captive autant qu'elle va vous glacer le sang, laissez un like, car ce soir, nous allons lever le voile sur Dracula, la vérité terrifiante derrière le mythe du vampire immortel. La nuit était tombée sur les Carpates comme un rideau de velours noir. Le vent sifflait à travers les montagnes, emportant avec lui des prières murmurées, des cris lointains, et l'écho d'un nom qui allait marquer l'histoire. Vlad Dracula. Bien avant de devenir l'Empaleur, avant même que son nom soit murmuré avec terreur dans les tavernes de Transylvanie, il fut un enfant, un prince au destin maudit, né dans une époque où le sang et la foi régnaient en maîtres absolus. Vers 1431, dans la cité fortifiée de Sighisoara, en Transylvanie, naquit Vlad, fils du noble Vlad II Dracul. Le surnom de son père, Dracul, venait de son appartenance à un ordre redouté et secret, l'ordre du dragon, fondé par le roi Sigismond de Luxembourg. Cet ordre de chevalerie n'avait rien d'un simple rassemblement de nobles. Il jurait fidélité au Christ, mais aussi vengeance et feu contre tous ceux qui menaçaient la chrétienté, en particulier les Ottomans. Le mot Dracul, en roumain médiéval, signifiait à la fois dragon et démon. Le jeune Vlad allait hériter de ce double héritage, à la fois noble et maudit. Son père, homme ambitieux, oscillait entre les royaumes ennemis, les Hongrois et les Turcs, pour maintenir son trône fragile de Valachie, une terre coincée entre deux empires voraces. Dès son plus jeune âge, Vlad apprit que la survie dépendait de la peur. On disait que son regard, même enfant, avait quelque chose d'anormalement fixe, presque hypnotique. Les serviteurs le surnommaient en secret « le petit démon », car il restait des heures à contempler le feu, murmurant des mots dans une langue que personne ne reconnaissait. En 1442, alors que Vlad n'avait qu'une dizaine d'années, son destin bascula. Pour garantir la loyauté de son père envers le sultan Murad II, les Ottomans exigèrent un gage. Ses deux fils, Vlad et Radu. Les enfants furent emmenés à Edirne, capitale de l'Empire ottoman, prisonniers politiques dans un palais aux 1000 tentations et tortures raffinées. Les chroniqueurs turcs racontent que Vlad supportait les humiliations sans un mot. Il observait, apprenait, retenait. Il découvrit l'art de la guerre turque, les méthodes de torture et les légendes de l'Orient, celles des djinns, des esprits qui se nourrissent de la peur et du sang. Certains disent qu'il s'y intéressa d'un peu trop près. Une rumeur, jamais prouvée, mais souvent répétée dans les manuscrits apocryphes, affirme que le jeune prince aurait été initié à un rituel interdit, un serment de vengeance, scellé dans le sang, inspiré des textes du Kitab al-Maut, le livre des morts. Ce pacte, murmure-t-on, liait son âme à une force obscure, en échange du pouvoir absolu sur la vie et la mort. Lorsque Vlad fut enfin libéré, la Valachie n'était plus la même. Son père, Vlad II Dracul, avait été assassiné. Son frère aîné, Mircea, avait été enterré vivant par les boyards, les nobles valachiens, qui avaient trahi leur roi pour plaire aux Ottomans. Vlad revint sur sa terre natale en 1448, non pas en prince,
mais en spectre de vengeance. Il était méconnaissable, pâle, silencieux, impassible. Ceux qui croisèrent son regard jurèrent qu'il ne clignait presque jamais des yeux. Son retour fut accompagné d'une série d'événements troublants, des bêtes retrouvées exsangues, des paysans disparus, et des nuits où la brume semblait se lever plus tôt que d'habitude. La légende raconte qu'avant de reprendre le trône, Vlad s'enferma 3 nuits dans les ruines d'un monastère oublié, au sommet des monts Bouchégi. Les moines auraient entendu des cris, puis un silence surnaturel. Lorsqu'il en ressortit, il portait au cou un médaillon frappé du symbole du dragon, et ses yeux avaient pris une teinte rouge sombre, presque sanglante. Vlad accéda enfin au trône de Valachie en 1456. Ce qui suivit fut une ère de terreur et de discipline extrême. Il fit exécuter sans pitié les boyards responsables de la mort de sa famille. Lors d'un festin de Pâques, il invita les traîtres dans sa cour, leur offrit un banquet royal, avant de les empaler vivants devant la table encore garnie. Les témoins racontent qu'il mangea tranquillement pendant que leurs cris montaient dans la nuit. C'est à cette époque qu'il gagna son surnom, Vlad Tsepech, l'empaleur. Mais derrière cette cruauté se cachait une idéologie, la peur comme instrument de stabilité. Son royaume, ravagé par la corruption et la trahison, fut pacifié en quelques mois. Les routes devinrent sûres, les voleurs disparurent. Mais à quel prix? Des rapports hongrois de l'époque évoquent des forêts entières de corps empalés, alignés comme des arbres macabres. Les chroniques byzantines, quant à elles, affirment que Vlad ordonnait parfois de boire le sang de ses ennemis, mélangé à du vin, lors de cérémonies nocturnes où il invoquait le dragon, son père, ou peut-être autre chose. Les érudits modernes s'accordent à dire que beaucoup de ces récits furent exagérés par la propagande des ennemis de Vlad. Mais certains détails demeurent troublants. Plusieurs manuscrits retrouvés au monastère de Snagov, où Vlad aurait trouvé refuge, mentionnent un symbole étrange, un cercle d'écailles entrelacées, semblable à un dragon se mordant la queue, l'Ouroboros, symbole d'éternité. Un texte daté de 1460 évoque une cérémonie du sang, lors de laquelle Vlad aurait juré de ne jamais goûter à la mort tant que la vengeance ne serait pas complète. Certains historiens pensent que ce passage, traduit du vieux slavon, pourrait être la première référence à la soif d'immortalité associée à Dracula. Le plus troublant, le corps de Vlad l'Empaleur n'a jamais été retrouvé. Sa tombe, supposée au monastère de Snagov, fut ouverte en 1931, vide. À sa place, des ossements d'animaux, un crâne de cheval et un symbole gravé dans la pierre, celui du dragon. Des décennies plus tard, un écrivain irlandais nommé Bram Stoker trouva dans les archives du British Museum une mention d'un certain Vlad Dracula. Il fut fasciné par les récits de ce seigneur qui empalait ses ennemis, buvait leur sang et régnait depuis un château perché sur les montagnes de Transylvanie. C'est ainsi que naquit, en 1897, le roman Dracula et avec lui, le mythe du vampire immortel. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Stoker avait consulté un vieil érudit hongrois, Arminius Vambéry, qui lui aurait confié des documents interdits, relatant des rituels de l'ordre du dragon. L'écrivain aurait alors compris que le vampire n'était peut-être pas une invention, mais une transposition romanesque d'une malédiction bien réelle. Le mythe de Dracula ne vient pas seulement d'un homme cruel. Il est né d'une époque où la frontière entre foi et superstition, entre vie et mort, était presque inexistante. Vlad III, prince de Valachie, est devenu le miroir des peurs les plus profondes de l'humanité. La corruption du pouvoir, la tentation de l'immortalité et la soif insatiable du sang. Mais la vérité la plus terrifiante reste à venir, car si le corps de Dracula n'a jamais été retrouvé, peut-être n'a-t-il jamais cessé d'exister. Et si les légendes de vampires ont perduré, c'est peut-être parce qu'un fragment de son mal vit encore, quelque part, dans l'ombre des Carpates. Il y a des lieux que même la lumière semble craindre, des lieux où l'histoire s'entremêle avec le sacrilège, où le vent murmure des prières oubliées. Parmi eux, la forteresse de Poenari,
perché sur les falaises abruptes de la Valachie, surplombant la vallée de l'Ardèche, garde encore les secrets d'un homme que la mort n'a jamais voulu réclamer. C'est ici, dit-on, que Vlad l'Empaleur aurait exécuté les rituels les plus sombres de sa vie, et peut-être trouvé le moyen de défier la mort elle-même. Le château de Poenari n'était pas celui des contes gothiques, pas de grandes salles dorées, ni de lustres flamboyants, seulement des pierres froides, noircies par les siècles, et le sang. Selon les chroniques de la région, Vlad fit reconstruire cette forteresse à la sueur et à la vie de centaines de boyards qu'il avait condamnés à mort. Ceux qui ne mouraient pas d'épuisement tombèrent des remparts, les os broyés sur les roches en contrebas. Une fois la forteresse achevée, Vlad ordonna qu'on y scelle un autel de pierre rougeâtre, orné de symboles qu'aucun moine n'a jamais réussi à traduire. Des témoins rapportent qu'à certaines nuits de pleine lune, un halo rouge se formait autour de la forteresse, comme une brume de sang. Des loups hurlaient à des heures précises, et les habitants du village d'Arefus refusaient d'approcher la montagne. Un texte découvert en 1890 par l'historien hongrois Károly Papp mentionne une étrange cérémonie. Dans la forteresse de Poenari, le prince fit verser le sang de ses ennemis sur une dalle. 3 gouttes furent bues, 3 furent versées sur le sol. Puis le dragon fut invoqué. Chronique de l'Olténie, manuscrit daté de 1462. L'ordre du dragon, auquel appartenait Vlad II, n'était pas seulement un symbole politique. Ses membres croyaient à une mission divine, défendre la chrétienté contre les forces du chaos. Mais derrière cette façade chevaleresque se cachait un culte ésotérique nourri d'alchimie et de magie hermétique. Selon le Codex Draconis, un texte apocryphe supposément conservé dans les archives de Bouddha, l'ordre pratiquait un rituel appelé transmutatio sanguinis, la transmutation du sang. L'idée, purifier le corps par le sang de l'ennemi pour en absorber la force vitale. Ce rituel, inspiré de croyances mésopotamiennes et zoroastriennes, prônait que le sang est le siège de l'âme. Vlad, formé dans les arts militaires ottomans et nourri des textes chrétiens, aurait fusionné ces deux univers, la foi et la damnation. Les symboles gravés dans sa forteresse montrent un mélange d'iconographie chrétienne et païenne, croix inversée, serpent, soleil noir et inscription latine incomplète. Sanguis et potestas. Le sang est pouvoir. Les historiens modernes, tels que Raymond McNally et Radu Florescu, pensent que ces gravures pourraient représenter un langage alchimique codé visant à symboliser la quête de l'immortalité. Les rumeurs parlent d'une nuit en 1462, peu avant la fameuse bataille contre Mehmet II, le sultan ottoman. Le ciel, disent les chroniques, s'était teinté d'un rouge incandescent. Vlad aurait convoqué 12 hommes dans la salle du trône, 12 fidèles, jurant fidélité jusqu'à la mort et au-delà. Les récits de cette nuit diffèrent selon les sources, mais un motif revient, le serment du sang. Les hommes auraient bu une coupe contenant un mélange de vin, de cendre et de sang humain. Chacun aurait ensuite prononcé un serment, que nos âmes se fondent en une, que la mort ne nous sépare jamais. Ce rituel rappelle étrangement les pratiques des anciens cultes de Mitra, où le sang du taureau symbolisait la renaissance. Mais ici, il s'agissait du sang humain, un acte blasphématoire, selon une lettre attribuée à un moine de Curtea de Ardèche. Le prince ne dormait plus. Il errait dans les couloirs la nuit, les yeux enflammés. Il disait avoir vu le dragon, lui promettant le trône éternel. L'un des récits les plus troublants vient d'un soldat saxon, Hans Müller, rescapé d'un siège mené par Vlad. Dans un témoignage consigné en 1477, il écrit « Je l'ai vu au sommet des remparts. Une flèche l'a touché, mais il n'a pas saigné. Il a souri. Ses yeux brûlaient dans la nuit. Et ceux qui l'approchaient tombaient sans souffle. » D'autres chroniques mentionnent que ses ennemis retrouvés morts présentaient des plaies étranges au cou, et que leur corps semblait vidé de sang, comme desséché. Bien sûr, ces descriptions peuvent être symboliques ou exagérées, mais elles posent une question dérangeante.
Et si le mythe du vampire n'était qu'une métaphore d'un phénomène réel et inexpliqué? Plusieurs archéologues roumains, dont Ioan C. Filipescu, ont mis au jour des caveaux contenant des corps empalés, le cœur transpercé, la bouche remplie d'ail ou de pierre, des méthodes typiques pour empêcher un mort de revenir à la vie. Ces tombes datent de la même période que le règne de Vlad, une coïncidence troublante. En 1976, une expédition archéologique à Snagov, où se trouverait la tombe de Vlad, découvrit un parchemin en partie brûlé. Les lettres latines y formaient un message incomplet, « Mortem non timeo, quia sanguis meus vivet in aeternum ». Je ne crains pas la mort, car mon sang vivra éternellement. L'écriture correspondait bien au XVe siècle. Certains pensent qu'il s'agissait d'un texte d'initiation, d'autres d'une confession avant la mort. Mais aucun corps ne fut retrouvé à Snagov. La sépulture, quand on l'ouvrit, ne contenait que des restes d'animaux. Les villageois prétendirent alors qu'une nuit, bien avant les fouilles, la tombe avait été ouverte par des hommes vêtus de noir, qui auraient emporté un cercueil vide. Des témoins, dans les années 1930, affirmèrent avoir vu un cercueil scellé transporté discrètement depuis Bucarest vers une région isolée des Carpates. Les autorités ne confirmèrent jamais cette version. Mais des rumeurs persistantes parlent d'un laboratoire secret dans les années 1940, où des chercheurs nazis auraient tenté de reproduire le sérum de Vlad. Les études menées par le docteur Maria Neagu, historienne et biologiste roumaine, sur des objets retrouvés à Poenari, ont révélé des traces organiques contenant une substance inconnue, proche de l'hémoglobine, mais altérée. Cette molécule semblait s'être auto-régénérée, phénomène impossible selon les lois biologiques actuelles. Les analyses ont été stoppées brutalement en 2002, sans explication officielle. Certains fragments du mythe persistent jusque dans la culture populaire. Les villageois roumains affirment encore aujourd'hui que certaines zones de Transylvanie sont maudites, que les animaux refusent d'y entrer et que des silhouettes apparaissent à la tombée de la nuit, vêtus de manteaux longs et noirs, se mouvant sans bruit. Le mythe du vampire immortel, né du sang et du feu, pourrait bien être l'héritage direct d'un homme qui refusa de mourir. Vlad Dracula n'était peut-être pas un monstre de fiction, mais le pionnier d'un savoir ancien, oublié, que la science moderne n'a toujours pas expliqué. Et si son corps n'a jamais été retrouvé, c'est peut-être parce qu'il n'a jamais cessé d'exister. On dit que les morts ne parlent pas. Mais dans les profondeurs poussiéreuses des archives, certains dossiers continuent de murmurer. Des pages scellées, oubliées, effacées de l'histoire officielle, mais jamais détruites. C'est dans ces ombres administratives que le nom Dracula est réapparu, non plus comme une légende, mais comme un sujet d'enquête scientifique et militaire. En 1931, lorsque les archéologues roumains ouvrirent la tombe supposée de Vlad Țepeș à Snagov, ils s'attendaient à trouver le squelette du prince. À la place, ils découvrirent un cercueil vide. Mais sous la pierre tombale, dissimulé dans un renfoncement, se trouvait un petit coffret de bois, scellé par un symbole du dragon. À l'intérieur, un parchemin noirci, des fragments de tissu imbibés d'une substance rouge, et un médaillon brisé portant la devise « Sanguis et Vita », le sang et la vie. Ces objets furent immédiatement confisqués par les autorités du royaume de Roumanie, puis transférés à Bucarest. Officiellement, ils furent classés comme reliques folkloriques. Mais selon des notes internes découvertes dans les années 1970, ils furent ensuite envoyés à Berlin, juste avant la Seconde Guerre mondiale. C'est là que le nom de Dracula réapparut dans un autre contexte, celui des expérimentations du Troisième Reich sur la régénération cellulaire, le sang et la longévité. En 1943, la SS Ahnenerbe, société ésotérique nazie chargée des recherches occultes, lança un programme codé Project D. Des documents déclassifiés en 1998 par le gouvernement allemand mentionnent explicitement la recherche d'un sérum ancestral d'origine valachienne. Leur but? Étudier la résistance anormale du sang à la décomposition.
Un rapport signé du docteur Heinrich Krüger, daté du 9 novembre 1943, décrit un prélèvement sur une substance organique non humaine, exhumée dans les Carpates du Sud. Le document précise: le sang coagule différemment. Sa structure contient des éléments régénératifs inconnus. Hypothèse: mutation génétique ou trace d'un rituel alchimique. Les recherches cessèrent brutalement à la fin de la guerre, mais certains témoins affirment que des échantillons furent récupérés par les soviétiques lors de leur entrée en Roumanie, et que le projet D aurait continué sous un autre nom: Opération Nosferatu. En 1967, le KGB lança un programme de recherche sur les anomalies biologiques et les légendes locales d'Europe de l'Est. Parmi les documents classés Top Secret, un dossier intitulé Dracula, Object 47, fait froid dans le dos. On y trouve des rapports sur des expériences hématologiques menées dans un laboratoire militaire de Cluj-Napoca, des disparitions inexplicables de sujets humains, et surtout, la mention d'un corps exhumé en 1964, en parfait état de conservation, découvert dans une crypte scellée sous le monastère de Snagov. L'autopsie de ce corps révéla une absence totale de rigidité cadavérique et un sang fluide, toujours rouge. L'équipe médicale aurait observé un phénomène de micro-régénération des tissus pendant plusieurs heures. Le corps aurait ensuite disparu. Les témoins furent internés ou exécutés. Un ancien scientifique soviétique, Dr Pavel Morozov, réfugié en Allemagne en 1991, confirma ces faits dans une interview filmée. Ce que nous avons trouvé n'était pas un mythe. C'était un homme, ou quelque chose qui l'avait été. Le sang bougeait, comme vivant. Après la chute du mur de Berlin, plusieurs documents soviétiques furent partagés avec la CIA. Parmi eux, des rapports mentionnant une entité d'origine valachienne présentant une activité cellulaire anormale. La CIA lança en secret le projet Bloodline, une étude sur la transmission héréditaire de certains traits de résistance biologique chez des populations des Carpates. Des échantillons ADN, prélevés sur des descendants supposés de Vlad Dracula, auraient montré une mutation rare du chromosome 11, liée à la régénération des tissus. Cette anomalie, baptisée facteur F11, reste aujourd'hui non expliquée. Certains scientifiques pensent qu'elle pourrait être le résultat d'un ancien rituel alchimique ou d'une adaptation biologique extrême. Une note interne de 1999, dossier CIA 0447 DRK, évoque la possibilité que le sang de Vlad ait été transmis par des lignées secrètes et que certains individus vivant en Europe centrale pourraient encore porter cette mutation. Un nom revient dans le dossier: The Order of the Dragon, Reborn Chapter. Depuis les années 2000, plusieurs chercheurs, historiens et chasseurs de mythes ont tenté de relier les découvertes modernes à la légende du vampire. Parmi eux, le professeur Arnaud Leclerc, historien français de l'occultisme, publia en 2007 un ouvrage intitulé « Les enfants du dragon, science et immortalité ». Il y décrit sa visite dans les montagnes de Bouségie, où il affirme avoir vu des symboles similaires à ceux retrouvés dans les textes alchimiques du XVe siècle. Leclerc raconte: « Sous la roche, dans une cavité close, j'ai trouvé une chambre circulaire. Sur les murs, des bas-reliefs représentant un homme à la cape longue, entouré de serpents. Au centre, une inscription latine: Sanguinem meum qui bibe, vive in aeternum. Celui qui boira mon sang vivra éternellement. » Le chercheur fut retrouvé mort 3 semaines plus tard dans sa chambre d'hôtel à Bucarest. Cause du décès: hémorragie inexpliquée. Aucun signe d'effraction. Son carnet de notes, lui, disparu. En 2019, une étude menée par l'université de Cluj a révélé que le corps momifié d'un noble roumain du XVe siècle présentait une anomalie sanguine rare. Son sang semblait contenir une concentration en fer 2 fois supérieure à la normale, et ses cellules rouges résistaient à la dégradation. Les tests ADN effectués sur le chromosome Y l'ont relié à la lignée Draculeste, branche directe de Vlad III. Le laboratoire a été mystérieusement incendié avant la publication complète des résultats. Seuls des extraits ont été sauvegardés par la chercheuse Dr Elina Vasilescu,
qui a disparu peu après son témoignage pour un documentaire italien intitulé « Sangre Eterna ». Elle affirmait, juste avant sa disparition, « Le sang de Vlad n'est pas mort, il circule encore quelque part. Nous avons réveillé quelque chose qui aurait dû rester endormi. » Plusieurs témoignages modernes proviennent de randonneurs et photographes dans les Carpates. En 2004, un couple de touristes allemands a capturé une silhouette en manteau noir, observée près du château de Poenari. L'analyse infrarouge de la photo a révélé une anomalie thermique. La silhouette ne dégageait aucune chaleur corporelle. Des incidents similaires furent signalés à Bran et Snagov. Des ombres mouvantes, des visages pâles apparaissant dans les vitres des monastères, des sons étranges enregistrés par des chercheurs en acoustique. L'un d'eux, Victor Zamfir, capta en 2011 une fréquence inaudible pour l'oreille humaine, traduite plus tard en impulsions sonores formant une phrase distincte. « Le sang appelle le sang ». La frontière entre mythe et réalité s'effrite de plus en plus. Des documents, des échantillons, des témoignages s'accumulent, tous pointant vers une vérité dérangeante. Le mythe de Dracula pourrait être la trace génétique d'un ancien rituel alchimique, un pacte de sang devenu héréditaire. Et si le prince des ténèbres n'était pas mort, mais simplement transformé? Car dans les laboratoires modernes, dans les montagnes silencieuses et dans les esprits de ceux qui cherchent la vérité, une même question demeure. Le sang de Vlad Dracula coule-t-il encore dans les veines du monde d'aujourd'hui? Le silence des Carpates n'est jamais complet. Il y a des nuits où la brume semble respirer, où les arbres plient sous un vent venu d'un autre temps. Les anciens disent que c'est le souffle du dragon, celui de Vlad, qui veille encore sur ces terres. Et à mesure que la science s'enfonce dans les mystères du sang et de la vie, ce souffle se fait plus fort, comme si quelque chose, quelque part, s'éveillait. En 2021, un groupe d'archéologues roumains dirigé par le professeur Nicolae Preda annonça la découverte d'un caveau inconnu à proximité du monastère de Curtea de Argeș. Sous une dalle de marbre brisé, ils trouvèrent une crypte circulaire ornée d'un dragon sculpté, symbole identique à celui de l'ordre du dragon. Au centre, un cercueil de bois noir, parfaitement conservé. Sur le couvercle, gravé en lettres gothiques, Vladislaus Draculia, filius sanguinis aeterni. Vlad Dracula, fils du sang éternel. Mais ce qui troubla le plus les chercheurs, ce fut le contenu. À l'ouverture du cercueil, aucune odeur de mort. Un corps intact, pas momifié, pas desséché. Un homme au visage pâle, les mains croisées sur la poitrine, les lèvres légèrement entr'ouvertes, comme s'il dormait. Des tests rapides révélèrent une température corporelle de 19 degrés. Impossible pour un cadavre conservé depuis 5 siècles. Le lendemain, les autorités scellèrent le site. Le corps fut emmené vers une destination inconnue. Le rapport officiel conclut à un faux archéologique, mais aucune preuve n'en fut jamais présentée. Selon un document confidentiel transmis anonymement au journal roumain Adevărul en février 2022, un échantillon de sang aurait été prélevé sur le corps avant sa confiscation. Les analyses menées dans un laboratoire militaire auraient révélé une activité cellulaire encore vivante. Les globules rouges se régénéraient toutes les 3 heures. Les enzymes présentaient des mutations inconnues, permettant une oxygénation autonome, autrement dit, un sang capable de vivre sans cœur. Un chercheur du projet, sous couvert d'anonymat, aurait confié « Ce n'est pas humain. Ce sang n'obéit pas à la mort. » Certains prélèvements auraient été envoyés à des laboratoires étrangers. L'un d'eux, en Suisse, aurait constaté que la molécule portait un motif identique à celui du fameux facteur V11, retrouvé dans les descendants supposés de Vlad. Mais voici ce qui glace le sang. À peine 2 semaines après ces analyses, 3 membres de l'équipe sont morts, victimes d'une anémie fulgurante. Leur sang avait entièrement coagulé, de l'intérieur. Des habitants du village voisin d'Arefus, près du château de Poenari, rapportèrent dans les semaines suivantes des événements étranges. Des animaux retrouvés sans sang,
mais sans blessure apparente. Des lumières rouges dans la forêt, et un homme, vêtu d'un manteau long, observait à la lisière du village, les yeux reflétant la lune comme deux braises. Les anciens reconnurent le signe. Le même regard décrit dans les chroniques du XVe siècle. Ils murmurèrent « Le voïvode est revenu ». Les autorités nièrent tout, mais les caméras de surveillance d'une maison voisine captèrent une silhouette immobile, au bord d'un champ. Le visage semblait humain, mais trop lisse, trop figé. L'analyse infrarouge confirma aucune chaleur corporelle. En 2023, des documents fuitèrent sur le Darknet sous le nom de code Dracul Protocol. Ils décrivaient des tests menés sur un sérum rouge sombre, issu d'un échantillon non humain trouvé en Roumanie. Le sérum aurait été injecté à des cobayes vivants. Les cellules mortes se réactivaient. La régénération tissulaire était quasi immédiate. Mais au bout de 48 heures, les sujets développaient une intolérance extrême à la lumière, une hyperthermie et une soif anormale de sang animal. Le projet aurait été suspendu, mais des copies du protocole circulent encore aujourd'hui sur des serveurs anonymes. Certains chercheurs pensent que ce sérum n'était rien d'autre que le sang de Vlad Dracula lui-même, un fragment du pacte d'immortalité transmis à travers les siècles. Un rapport de la Commission européenne sur les biotechnologies illégales mentionne d'ailleurs en 2024 une substance organique active surnommée Dragon Blood, saisie dans un laboratoire clandestin de Genève. Le dossier fut classé secret défense. Les textes anciens de l'Ordre du Dragon parlent d'un cycle de 5 siècles, au terme duquel le sang éternel doit se réveiller. Ce cycle coïnciderait avec l'année 2025. Les moines de Curtea de Argeș le nommaient Revenirea, le retour. Dans une lettre datée de 1459, Vlad aurait écrit « Quand le monde aura oublié Dieu et que les hommes joueront avec la vie, alors le sang réclamera son dû. » Et si ce moment était maintenant? Aujourd'hui, nous clonons, modifions, réanimons les cellules. Nous créons la vie artificielle, sans en comprendre le prix. Et si la malédiction du dragon n'était pas une punition divine, mais une mise en garde? Une théorie se répand depuis quelques années dans les cercles ésotériques et scientifiques. Vlad Dracula n'aurait jamais cherché l'immortalité par orgueil. Il aurait voulu sceller une force, une énergie vitale antique qu'il avait réveillée par erreur. Le pacte du sang, dit-on, n'était pas pour vivre éternellement, mais pour retenir ce pouvoir dans son corps, pour empêcher qu'il ne s'échappe. Et si, en ouvrant sa tombe, nous avions libéré cette énergie? Si Dracula n'était pas un être, mais une essence, un virus spirituel qui cherche un hôte? Les événements récents semblent étrangement coïncider. Des témoignages d'hommes et de femmes déclarant ne plus dormir, sentir le sang bouillonner dans leurs veines. Des études sur la longévité révélant des anomalies génétiques spontanées en Europe de l'Est. Et une rumeur persistante selon laquelle une fondation anonyme, appelée Sanguis Mundi, financerait des recherches sur la conscience cellulaire et la mémoire du sang. Le mythe du vampire aurait alors une explication rationnelle. Non pas une bête suçant le sang des vivants, mais le sang lui-même, vivant, conscient, cherchant à perdurer. Et Vlad n'aurait été que le premier hôte, celui qui lia pour toujours son nom à cette force. L'histoire de Dracula, depuis les chroniques de la Valachie jusqu'au laboratoire moderne, raconte bien plus qu'une légende. Elle raconte notre propre peur de la mort et le prix terrible que nous sommes prêts à payer pour l'éviter. Vlad Tepes voulait vaincre la finitude, restaurer sa gloire et celle de son sang. Mais il est devenu le symbole d'une malédiction, celle d'un homme qui voulut être plus que vivant et devint moins qu'humain. Aujourd'hui encore, son nom résonne comme un avertissement. Le sang est la vie. Mais la vie, sans la mort, n'est que damnation. Alors, la prochaine fois que vous entendrez le vent souffler sur les Carpates, souvenez-vous, ce n'est peut-être pas le vent, mais un murmure venu d'un autre temps, rappelant à l'humanité que certaines vérités doivent rester dans l'ombre. Et si cette histoire vous a glacé le sang autant qu'elle a éveillé votre curiosité, abonnez-vous à la chaîne Histoires émouvantes,
car d'autres secrets oubliés dorment encore sous la poussière du monde, prêts à se réveiller. Sources et références historiques et contemporaines. Adevarul Archive, Bucarest. Rapport sur la découverte de Curtea de Argeș, 2021. Nicolae Preda, Chronique de la vallée du Dragon, Université de Bucarest, 2022. CIA, Declassified Files, Project Bloodline Addendum, 2003-2012 European Commission, Internal Report on Illegal Biotechnologies, Dragon Blood, 2024. The Codex Draconis, Fragment Latin, 15th siècle. Documentaire, Sanguis Mundi, The Forbidden Blood, Arte Investigations, 2024. Et voilà. Vous venez d'atteindre la fin de ce voyage au cœur des ténèbres. Un voyage à travers les siècles, entre l'histoire et le mythe, entre le sang et la légende. Derrière le nom de Dracula, nous avons découvert non pas un monstre, mais un homme. Un prince déchiré entre la foi, la vengeance et la soif d'éternité. Un être qui, peut-être, a voulu défier la mort, et qui, ce faisant, est devenu immortel d'une autre manière, dans nos mémoires, nos peurs et nos rêves. Si vous êtes encore ici, à cet instant, c'est que cette histoire vous a touché, intrigué, ou peut-être même troublé. Et pour cela, je veux vous dire merci, sincèrement. Merci d'avoir pris le temps d'écouter, d'avoir plongé dans cette nuit de mystère et d'émotion. Merci d'avoir suivi cette aventure jusqu'au bout, sur Histoires émouvantes, là où chaque vérité oubliée reprend vie. N'oubliez pas de laisser un like si cette plongée dans l'obscurité vous a passionné, et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires, car d'autres secrets, d'autres destins fascinants vous attendent, des récits où la frontière entre le réel et le surnaturel s'efface, comme un souffle dans la brume. Et qui sait, peut-être qu'en éteignant cette vidéo, vous sentirez, vous aussi, un léger frisson dans l'air, le signe que Dracula ne dort jamais tout à fait. Merci encore, du fond du cœur. Prenez soin de vous, gardez vos lumières allumées la nuit, et à très bientôt, pour une nouvelle histoire émouvante.